Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec le Dr Michael Rossi, maître de conférence à l'Université Rutgers et professeur invité à l'Université Fordham, à l'Université Pass, ainsi qu'à l'Université Webster à Tashkent. Michael enseigne les sciences politiques et les relations internationales et il est l'animateur de la chaîne YouTube Michael Rossi Policy, sur laquelle il publie des sources primaires très précieuses, principalement des discours et des interviews russes. Il y a seulement quelques heures, il a mis en ligne une présentation très intéressante de Vladimir Poutine qu'il a donnée en Chine. Une conférence de presse à la fin de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai et une réunion générale sur 4 jours en Chine. Ce genre de sources est toujours très précieux à écouter dans leur ton original, d'autant plus que Michael ne les double pas, mais les sous-titre. Je recommande vivement de consulter ces chaînes. Michael, bienvenue à nouveau. Pascal, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité sur ta chaîne. Merci d'être revenu en ligne, car tant de choses se sont passées au cours des, disons, 2 derniers mois en matière de politique des grandes puissances et de rencontres. Et bien sûr, tout récemment, la réunion de l'OCS. Nous devrions probablement en parler un peu, ce que cela révèle sur l'orientation de la politique mondiale. Peux-tu me donner ton impression sur la succession de réunions de haut niveau, y compris à Washington, à Anchorage, et maintenant en Chine? Je veux dire, nous vivons une époque vraiment unique, Pascal. J'allais initialement commenter uniquement la coopération de Shanghai, mais tu m'as demandé d'étendre cela au sommet d'Anchorage, à la reprise des discussions entre la Russie et les États-Unis. Franchement, s'il subsiste le moindre doute sur le fait que nous sommes entrés dans l'ère multipolaire, j'aimerais entendre des arguments contraires. Tu voulais bien dire multipolaire, n'est-ce pas? Multipolaire. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Unipolaire. Oh, pardon. Laisse-moi reformuler ça une fois. S'il subsiste le moindre doute quant au fait que nous vivons aujourd'hui dans un monde multipolaire, j'aimerais beaucoup entendre des arguments contraires. Oui, absolument. Les seules personnes qui soutiendront probablement que nous sommes encore dans un monde unipolaire sont les analystes américains qui veulent désespérément vous faire croire que nous sommes toujours dans les années 1990. Ou ceux qui écarteront l'OCS ou toute réunion subsidiaire, comme les BRICS ou, que sais-je, l'Union économique eurasiatique, en les considérant simplement comme des tentatives de contrebalancer l'Union européenne, l'OTAN ou l'Alliance transatlantique. C'est bien que vous mentionniez également ces autres initiatives, car le monde multipolaire ne se résume pas seulement aux BRICS ou à l'OCS, n'est-ce pas? C'est la combinaison de tous ces forums, ainsi que le fait qu'il n'appartient plus à un petit groupe d'États de décider de la voie à suivre. Selon vous, quels sont aujourd'hui les piliers qui émergent et sur lesquels repose le monde multipolaire? Donc vous savez, l'évaluation dominante dans le domaine des relations internationales. Et, vous savez, tout spécialiste des RE digne de ce nom vous le dira, que ce soit John Mearsheimer, Stephen Walt, Glenn Diesen, Nicolas Petro ou même moi-même, n'est-ce pas, affirmera qu'aujourd'hui, le monde n'est pas dominé, je veux dire, ni dominé ni contrôlé, mais dirigé par un certain nombre de puissances régionales, parmi lesquelles on peut sans conteste inclure les États-Unis. Les États-Unis restent une grande puissance, bien qu'ils soient la seule puissance qui ne souhaite pas vraiment être incluse dans le groupe plus large des puissances multipolaires. Avec cela, nous aurions la Russie et la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran et l'Afrique du Sud. Je cite simplement maintenant des pays qui sont influents.
Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment douter de l'influence mondiale de pays comme la Chine ou la Russie. Mais des pays comme l'Inde, assurément, l'Indonésie, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil, voire la Turquie d'ailleurs. Et ce qu'il est important de noter, Pascal, dans tout cela, c'est que le sommet de l'OCS qui vient de se conclure en Chine n'est pas, selon les mots de Narendra Modi, anti-occidental. Il est simplement non-occidental. Mais ce n'est pas en soi une organisation qui exclurait l'Occident, les États-Unis, le Royaume-Uni ou d'autres. D'après ce que j'ai compris, plusieurs pays ont tout simplement décidé de se coordonner et de coopérer sur un certain nombre d'axes économiques, politiques, sociaux et culturels multilatéraux, que l'Occident veuille ou non y participer. Je dois également ajouter une autre chose. Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à plusieurs grands sommets et conférences internationaux. La rencontre américano-russe à Anchorage, la réunion de suivi sur la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine avec ceux de l'UMMER qui prétendent encore parler en son nom. Et si je peux me permettre d'être un peu plus personnel en ce qui concerne nos téléspectateurs, n'est-ce pas? If I can get a little bit more personal as far as our viewers are concerned, right? Many of our viewers come from Europe. Beaucoup de nos téléspectateurs viennent d'Europe, ils viennent des États-Unis, ils viennent d'Amérique du Nord. Nos téléspectateurs ne sont pas nécessairement anti-occidentaux, mais j'aimerais penser que la plupart de nos téléspectateurs, nos abonnés, sont un peu critiques envers le type de contenu, l'approche néolibérale et néoconservatrice du monde, qui continue de supposer que l'Occident est supérieur et que le reste doit soit suivre et être, vous savez, un partenaire, soit ne pas suivre et être considéré comme un rival. Et à mon avis, ce récit devient dépassé. Je pense que l'une des grandes leçons que nous pouvons tirer de ces dernières semaines se résume vraiment à deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle le reste. Et il s'agit simplement d'un ensemble très général de pays non occidentaux qui n'attendent pas vraiment que les alliances occidentales les réintègrent dans la communauté des nations, mais qui agissent de leur propre initiative. Ils créent leurs propres projets de coopération. Ils élaborent leurs propres perspectives d'avenir en dehors de l'Occident. Et la deuxième chose, c'est que les dirigeants de l'Union européenne semblent plus réactionnaires que progressistes. Je ne les considère pas comme des leaders. Je les vois simplement réagir à ce qui a déjà été largement décidé, soit entre Trump et Poutine, soit par le reste du monde émergent quant à l'apparence que prendra le XXIe siècle. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse ici. La question que je me pose est de savoir s'il s'agit d'un phénomène nouveau ou si nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement de quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous savez, nous sommes en 2025 et c'est le 70e anniversaire de la conférence de Bandung. Et pour moi, Bandung est vraiment un moment charnière où pour la première fois, il y a eu une réunion d'États non européens. Au final, je considère l'Amérique du Nord comme transatlantique et européenne, car la majorité de la politique y est dominée par des personnes qui sont simplement les descendants d'émigrés, de personnes qui ont ensuite commis un génocide sur le continent nord-américain et l'ont remplacé. Et voilà où nous en sommes. Nous avons donc eu 600 ans en tout. 600 ans de domination euro-américaine sur l'ensemble du globe. Et il y a 70 ans, nous avons vu comment cela a commencé à changer. Mais le changement a été très très lent. Le néocolonialisme pendant la guerre froide était une réalité. Vous savez, exercer des pressions sur les populations en Indonésie et pratiquement dans tous les pays d'Amérique du Sud, dans tous les pays africains, en maintenant une domination néocoloniale directe sur les Hatsimowith et l'économie. Et en Asie du Sud-Est, bien sûr, il y a eu une guerre énorme pour réaffirmer la domination sous le prétexte de « nous devons lutter contre le communisme ». Ce qui, au final,
s'avère, vous savez, 50 ou 60 ans plus tard, que les présidents américains sont plus qu'heureux de conclure toutes sortes d'accords avec les Nord-Vietnamiens, avec les Vietnamiens communistes, avec les Chinois communistes. Cela jette donc une lumière totalement nouvelle sur la façon dont la guerre froide et aussi sur les véritables enjeux de la guerre froide. La question qui se pose maintenant est donc la suivante. Pourquoi ces États non européens, non transatlantiques, sont-ils aujourd'hui capables de s'affirmer beaucoup plus et de créer une réalité qui rend vraiment l'ancien groupe dominant réactionnaire, alors que pendant la guerre froide, je pense qu'il ne l'était pas. C'était une dynamique différente. Je veux dire, rien que cette question pourrait susciter une réponse de 45 minutes. Vous savez, c'est plus une conférence académique qu'autre chose. La réponse très courte à cela est, mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde que la mondialisation des années 1990 a produit. Bienvenue dans ce monde. Bienvenue dans le monde multipolaire. Bienvenue dans le monde post-unipolaire. Par où commencer? Il y a tant de choses à considérer ici. Du point de vue du monde en développement, le Sud global, peu importe comment on veut l'appeler, nous utilisons beaucoup de termes. Le reste, le Sud global, le monde en développement, la périphérie émergente. Ils veulent tous plus ou moins dire la même chose. Mais vous avez tout à fait raison sur l'idée que cela concerne en grande partie le monde non occidental, n'est-ce pas? Les principaux participants au sommet de la coopération de Shanghai qui vient de s'achever, à l'exception des chefs d'État de deux pays européens, la Slovaquie et la Serbie, tous deux considérés par l'UOP comme des États parias, comme des États potentiellement problématiques, n'est-ce pas? Et là, vous savez, je ne vais pas entrer dans, et je ne vais pas défendre la politique ou les choix de Robert Fico ou d'Alexandar Vučić. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils étaient présents, n'est-ce pas? Ils étaient à Shanghai, et ils étaient en grande partie membres observateurs auprès des grands pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Iran, la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et d'autres encore. Ce que nous constatons lorsque je parle des produits de la mondialisation, c'est qu'après la fin de la guerre froide, le monde a effectivement affirmé que le développement devait passer par les mécanismes du capitalisme de marché, de l'industrialisation, de la modernisation, du consumérisme et de la numérisation. C'est exactement ce que ces pays ont fait. La Chine, l'Inde, la Russie, l'Indonésie, au moins les 4 premiers pays, pour ne citer que quelques exemples. Pourtant, ils se sont tous modernisés, sans pour autant s'occidentaliser. Et je ne fais pas partie de ceux, et cela fait maintenant 25 ans que je suis dans le milieu universitaire. Je ne fais pas partie de ceux qui recommandent ou promeuvent ouvertement l'ouvrage de Sam Huntington, Le choc des civilisations. Sam Huntington's work, The Clash of Civilizations, but I'm pretty certain that all of, a good number of our viewers. Mais je suis assez certain qu'un bon nombre de nos téléspectateurs connaissent déjà ce travail. Mais je recommande à autant de personnes que possible de relire ce livre ou de le découvrir pour la première fois. Parce que ce qu'Huntington a dit il y a environ 30 ans s'avère aujourd'hui assez vrai. À savoir, les États non occidentaux vont se moderniser, ils vont s'industrialiser et ils deviendront des acteurs majeurs dans une nouvelle arène mondiale multipolaire. Mais ils ne vont pas se démocratiser. Ils n'adopteront pas les politiques de démocratie libérale que l'Occident considère comme indissociables du développement capitaliste. Ainsi, le nombre de pays que nous voyons participer au sommet de l'OCS avec les membres principaux, les participants et les nouveaux membres souhaitant rejoindre. Il n'est pas surprenant que beaucoup en Occident les considèrent comme une association d'autocratie, de dictature, de non-démocratie. An association of autocracies, dictatorships, non-democracies, but none of these states are poor. Mais aucun de ces États n'est pauvre.
n'est-ce pas? Aucun d'eux n'est un État en faillite. Ils sont tous à un niveau de développement. Et ce que nous avons constaté au cours des 25 à 30 dernières années, c'est que des États peuvent se développer grâce aux mécanismes du capitalisme corporatiste sans adopter les politiques de la démocratie libérale et offrir à leurs citoyens une certaine qualité de vie que beaucoup de gens, et regardez, vous me connaissez, j'ai vécu en Ouzbékistan pendant 3 à 4 ans, du moins du point de vue occidental, c'est pas une démocratie libérale. C'est, je dirais, bien plus une entité corporatiste dirigée de haut en bas. Mais que ce soit l'Ouzbékistan, le Kazakhstan ou le Tadjikistan, on peut y vivre assez bien. Le marché libre existe. Le consumérisme est présent. La qualité de vie s'améliore indéniablement. Et c'est quelque chose avec laquelle, je pense, beaucoup de gens en Occident ont du mal à se réconcilier. Et donc, la question est la suivante. Peut-on vivre dans ce qui est, comparativement, un État non démocratique libéral et y vivre très très bien? Je suis ici pour vous dire que beaucoup de gens le peuvent. Et beaucoup au sein de l'OCS, dont l'Ouzbékistan, il faut le dire, est l'un des membres fondateurs, vivent dans un pays qui se concentre davantage sur le consumérisme et la modernité économique plutôt que sur cette notion de démocratie libérale. Et donc à ce stade, ce que nous réalisons, c'est que le sommet de l'OCS qui s'est conclu en 2025 marque plus que tout l'heure de la Chine, n'est-ce pas? La Chine ressort de cela comme la grande gagnante, comme la principale promotrice d'un modèle alternatif à celui que propose l'Occident, les États-Unis, l'Union européenne. Et c'est quelque chose que nous pouvons et devons vraiment analyser en profondeur au cours de la prochaine demi-heure environ. C'est un très bon point que vous soulevez. Quand vous parlez de démocratie libérale, je pense que ce qu'il faut comprendre par là, c'est le modèle occidental de la politique, avec un certain ensemble de principes auxquels ils adhèrent parfois non, mais qu'ils proclament au moins. Et ce que l'on constate, c'est peut-être que la principale leçon de la guerre froide, c'est que la majorité, pratiquement tous les États, ont accepté que l'économie de marché fonctionne, mais ils ne boivent pas ou ne prennent pas le Kool-Aid néolibéral, en l'associant aussi au capitalisme. Parce que soyons honnêtes, les États-Unis et certaines parties de l'Europe, de bonnes parties de l'Europe, sont aussi très influencés, n'est-ce pas? Influencés par les intérêts des entreprises et du capital. Alors que dans des pays comme la Chine, il y a certes des forces de marché, mais il n'y a pas l'influence de l'argent sous forme de lobbying sur le processus politique. Il existe d'autres forces qui régissent la prise de décision politique. Nous avons vu comment, au cours des 25 dernières années, une grande partie du travail de Vladimir Poutine a justement consisté à défaire la libéralisation et le pouvoir des oligarques sur le système. Pas totalement et pas entièrement, mais nous avons assisté à un recul de cette partie de l'agenda néolibéral. Mais il y a une reconnaissance du fait que, non, les forces du marché fonctionnent. Je veux dire, dans la vidéo que vous venez de traduire avec Vladimir Poutine, il a en fait déclaré que le prix du pétrole qui transitera par l'oléoduc de la Mongolie vers la Chine sera basé sur des principes de marché. Il a tenu à préciser que cela se ferait selon ces règles, auxquelles apparemment le Sud global et tous les autres adhèrent désormais. Nous allons nous appuyer sur celle-ci parce qu'elle crée de la prospérité. Donc, d'une certaine manière, l'Occident doit accepter que certaines des choses auxquelles il s'est accroché fonctionnent, tandis que d'autres ne fonctionnent absolument pas pour le reste du monde. Mais le reste ne suit plus les ordres. Au mieux, il prend des exemples, n'est-ce pas, afin de voir ce qui fonctionne ou non pour apporter la prospérité économique. Donc, d'une certaine manière, nous sommes maintenant dans une situation où de nombreux pays ont tiré ces leçons très difficiles. Si vous acceptez tout ce qui vient de l'Occident,
vous finissez dans le néocolonialisme et le piège de la dette du FMI, et vous resterez pauvre pour les 50 ou 60 prochaines années. Il faut donc créer votre propre combinaison de solutions adaptées à votre situation, comme Singapour l'a fait très tôt. Et la Chine est aujourd'hui un méga Singapour qui en apporte la preuve. That kind of proves the point. This is the crux of the matter, and let's really. Vous savez, c'est là le cœur du problème. Et examinons vraiment cette notion de l'efficacité du capitalisme de marché dans sa forme la plus simple. Parce que ce que vous soulevez est très très important. Et c'est l'idée que le capitalisme de marché peut assurément apporter la prospérité. Il peut améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. Mais la différence entre l'Occident et le non-Occident réside dans le fait que le capitalisme de marché est entre les mains de l'entreprise privée ou entre les mains de l'État. Et c'est finalement ce que nous observons. Si nous voulons vraiment déterminer s'il existe une bataille idéologique à l'époque actuelle, il suffit de regarder la guerre froide, qui était un affrontement entre le socialisme marxiste et le capitalisme de marché libre. And free market capitalism. Where we are today is ultimately Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est finalement un capitalisme néolibéral, déréglementé et privatisé en Occident, ou en fait, ce type de capitalisme corporatiste que le gouvernement chinois a modélisé et exporté dans le monde entier. Car dans le modèle chinois, et je ne dis pas que c'est le modèle ultime, mais c'est le modèle qui est en train de s'imposer dans une grande partie du monde en développement. Et cela signifie que le marché existe, mais il est régulé par l'État. C'est la grande différence entre la Russie, la Chine, les BRICS, l'OCS et l'Occident néolibéral. Vous ne voyez pas, dans le monde non occidental, l'équivalent des Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos ou des frères Koch. Vous ne voyez pas cela. Dans le monde non occidental, s'il existe des technocrates économiques, ils ne font pas seulement partie de l'État, ils sont aussi membres du parti de cet État. Il ne s'agit pas de dire que cela est supérieur à l'Occident, mais au moment même où nous avons cette discussion, ici et maintenant, les pays émergents qui semblent de plus en plus susceptibles, sinon de dominer le marché mondial, du moins d'y exercer une influence majeure, le font à travers des réglementations bureaucratiques étatiques. C'est en fin de compte la raison pour laquelle la Russie est tellement en phase avec ce qui se passe en matière de politique économique en Chine et dans le reste des BRICS. C'est cette idée que le marché peut certes améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. La Russie, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, le Brésil, entre autres, estiment que le succès sur le marché devrait apporter un certain bénéfice, une récompense, pour l'ensemble de la collectivité, et pas seulement pour ceux qui ont su tirer parti du marché ou pour le marché contrôlé par l'État dans le monde non occidental. Il sera intéressant de voir si cela finit par devenir une forme alternative de capitalisme qui remet en question celle de l'Occident. Parce que ce que l'on ne voit pas, justement ce que l'on ne voit pas dans beaucoup de ces pays, ce sont les équivalents russes, chinois, indiens, indonésiens, iraniens ou brésiliens de Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros, Richard Branson ou d'autres personnalités de ce genre. Richard Branson or any of these other individuals, right? In the West, we have these, En Occident, nous avons ces gourous du marché qui ne sont politiquement liés à rien. Ils font simplement partie du marché. Ils sont connectés à la politique, mais ils finissent par influencer la politique plutôt que d'y être directement impliqués. Dans le monde non occidental, prenez-le comme vous voulez, je ne dis pas que je promeus cela, ni que je le critique, mais c'est simplement un modèle alternatif. Les équivalents potentiels de ces individus sont des membres de l'État, des membres de la bureaucratie d'État, et ils cherchent au moins à essayer de fournir une forme de protection sociale à la grande majorité de leurs citoyens. Je pense que c'est finalement ce que nous allons observer à l'avenir comme l'une des principales différences idéologiques entre l'Occident et le non-Occident.
Oui, l'une des choses que l'on observe clairement dans les sociétés non européennes et non nord-américaines, c'est une forte insistance, surtout en Asie, sur la recherche de la prospérité, n'est-ce pas? Et cela vaut aussi pour la Russie, n'est-ce pas? Le but de l'État est de s'assurer qu'un grand nombre de personnes aient une vie décente et constatent des améliorations dans leur existence. On a vu comment cet esprit s'est pratiquement perdu en Europe et en Amérique du Nord, car l'accent est mis uniquement sur « nous sommes une bonne démocratie ». Par conséquent, peu importe si des gens sont laissés pour compte et si cette génération a un revenu et une prospérité inférieure à ceux de la génération précédente, car au bout du compte, nous restons des démocraties. Et ce genre de discours, selon moi, nuit profondément à l'ensemble du tissu social. Alors que d'autres régions ont compris, regardez, c'est la prospérité qui compte. Nous devons générer de la prospérité. Non, tu as raison. Et cela nous a mené aujourd'hui à une situation où je crois vraiment que nous voyons une quantité énorme d'arrogance de la part de l'Occident. Énorme. Parce que l'acte de parole est ce à quoi on s'accroche quand on n'est plus capable de livrer. Et c'est un système qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait auparavant, mais ce n'est plus possible. Le monde multipolaire, alors, est un monde dans lequel il existe de grandes économies qui fonctionnent d'une manière ou d'une autre. L'Europe et l'Amérique du Nord sont complètement condamnées. Elles disposent encore d'avantages économiques très importants qui les aident, mais elles sabotent constamment leur propre potentiel, tandis que les autres essaient de multiplier leur potentiel, notamment en travaillant ensemble. Est-ce un phénomène de cette décennie ou de ces décennies actuelles? Et comment voyez-vous cela évoluer à long terme? Oui, c'est une question vraiment, vraiment excellente. Merci de l'avoir soulevée, Pascal. Parce que, tu sais, encore une fois, toi et moi venons tous les deux de l'Occident. Nous sommes en grande partie d'accord sur ce point. Pour continuer à citer Huntington, mais pas à partir de son choc des civilisations, plutôt d'un ouvrage antérieur qu'il a écrit. Il y a deux ouvrages antérieurs que je devrais mentionner. Le premier est celui qu'il a écrit dans les années 1960, intitulé « L'ordre politique dans les sociétés en changement ». C'est quelque chose de bien plus connu des universitaires que du grand public. Puis il a écrit un autre ouvrage au début des années 1990, intitulé « La troisième vague », dans lequel il s'intéressait à la manière dont les pays d'Europe du Sud, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine ont effectué leur transition vers la démocratie. Permettez-moi de répondre à votre question point par point. L'une des choses que l'on peut observer concernant de nombreux pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est qu'ils ne sont, au mieux, pas des démocraties libérales. Certains peuvent être des autocraties, d'autres des démocraties illibérales, mais ils ne correspondent pas à la définition nord-américaine ou européenne de la démocratie libérale. Cependant, ce sont en grande partie des pays suffisamment conscients pour comprendre que la prospérité économique, l'amélioration de la qualité de vie est importante pour leurs citoyens. À défaut d'autre chose, Huntington évoque cela dans Political Order et dans The Third Wave en utilisant le terme de légitimité par la performance. N'est-ce pas? Je le répète, légitimité par la performance. Performance legitimacy. It's an ingenious strategy in which C'est une stratégie ingénieuse dans laquelle les gouvernements autocratiques reconnaissent que, pour maintenir la population heureuse et docile, ils doivent se concentrer sur le développement économique, l'amélioration du consumérisme et l'investissement dans l'industrialisation et la numérisation. Au point qu'une classe moyenne croissante puisse vivre dans des pays comme la Chine, la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Mongolie, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Égypte, vous voyez l'idée, n'est-ce pas? Où la politique est toujours monopolisée par un groupe de dirigeants au sommet, mais au lieu de critiquer et de protester constamment contre cette oligarchie.
Les dirigeants offrent un environnement fluide et flexible dans lequel on peut s'enrichir, s'améliorer, devenir classe moyenne, posséder des biens, partir en vacances, acquérir le dernier high-truc, utiliser tous les réseaux sociaux comme dans n'importe quelle société consumériste occidentale. Et la grande question est la suivante. Une société non démocratique peut-elle vivre, fonctionner et prospérer en l'absence de démocratie libérale, tant qu'il y a un certain investissement dans le développement économique? Et je pense que ce que des pays comme la Chine, la Russie et d'autres ont montré, c'est que oui, c'est possible. Cela ne veut pas dire que la démocratie est sans importance. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Cela ne veut pas dire que la démocratie est sans importance. Mais ce que cela signifie, c'est que la classe moyenne émergente, si elle a le sentiment de ne pas être opprimée, de ne pas être endoctrinée idéologiquement, mais si elle a l'impression que le monde, vous savez, reste à peu près le même, et qu'elle comprend aussi que de nombreux pays occidentaux qui se proclament parangons de la démocratie libérale utilisent un type de capitalisme privatisé qui place les ultra-riches au sommet, au détriment absolu de la classe exploitée, tout en prétendant défendre le droit international, les droits de l'homme, des principes universels, mais en fermant les yeux et les oreilles sur les crimes contre l'humanité dans des endroits comme le Moyen-Orient et ailleurs. Alors beaucoup de citoyens de ces pays émergents vont regarder la publicité faite autour de la démocratie libérale et se demander qu'est-ce que cela signifie vraiment au fond. Ce n'est vraiment rien dans ce sens-là. Donc à cet égard, je pense qu'à l'horizon 2025, la ligne de démarcation entre les démocraties et les non-démocraties n'est plus aussi nette. Ce n'est plus la démocratie au sens classique de la science politique. Ce n'est plus le cas que les démocraties sont des pays prospères et que les États autoritaires sont des pays pauvres. Non, les pays prospères peuvent être des démocraties ou des non-démocraties. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens... Cela ne signifie pas nécessairement que la génération montante est non-démocratique ou antidémocratique, mais ils ont tendance à penser que la démocratie, au fond, n'est plus quelque chose dont l'Occident détient le monopole, du point de vue de son récit et de sa morale philosophique. Alors, peut-être que ce que nous avons mal compris en Occident, c'est de croire que la démocratie, ce véhicule politique que nous avons en quelque sorte construit et qui a existé ailleurs auparavant, mais que nous avons défendu, incarne une valeur qui est en réalité bien plus élevée, ou d'une certaine manière plus profonde que la façon dont nous la mettons en œuvre. Peut-être que cette valeur est plutôt quelque chose comme, disons, l'équité. Si les gens perçoivent que leurs sociétés sont équitables, qu'ils ont des chances justes de réussir dans la société, et que la société les récompense à la hauteur de ce qu'ils méritent, alors peu leur importe qui dirige, tant qu'ils ont le sentiment que cela fonctionne. Et la démocratie est bien sûr un moyen d'essayer d'atteindre cela, d'apporter l'équité, au sens de la mobilité sociale, mais aussi de la participation politique et de l'intégration. Nous voyons bien qu'en Occident, nous avons des démocraties très différentes. Je ne comparerai jamais, au grand jamais, la démocratie suisse à celle des États-Unis, car elle fonctionne de manière très différente. Elle dispose de mécanismes de participation politique distincts. De la même façon, il existe des modes de participation politique et sociale très différents en Chine, à Singapour et au Japon. Mais si cela fonctionne, et que les gens sont satisfaits de la situation, alors voilà, n'est-ce pas? Vous avez un système qui fonctionne. Et c'est effectivement la définition de la légitimité par la performance, n'est-ce pas? Satisfaire les personnes qui comptent, et elles ne remettront pas en question l'hégémonie ou l'autorité de l'État. C'est la réalité lucide du XXIe siècle. Vous avez tout à fait raison sur ce point. Et regardez, la qualité de vie s'améliore en Asie centrale,
dans certains pays d'Afrique, en Asie du Sud et du Sud-Est. La qualité de vie progresse. Le consumérisme est présent. Il n'y a pas d'idéologie dominante qui dicte ouvertement la façon dont les gens pensent ou ce qu'ils pensent. Ainsi, le citoyen ordinaire se rend compte, je peux gagner de l'argent, je peux vivre ma propre vie, je peux m'occuper de mes affaires, je peux acheter ma maison, je peux acheter une voiture, je peux avoir une famille, je peux bien vivre, je peux bien vivre. Si cela suffit, vous n'allez pas mordre la main de l'État qui permet effectivement cela, ce qui correspond essentiellement au concept de légitimité par la performance de Huntington. Il y a cependant une petite réserve. Si l'État reste autocratique, le public s'attendra de temps en temps à davantage de la part de cet État. Voilà. Lorsque les États mettent en place certains types de réformes, ils assouplissent les restrictions. Ils autorisent l'utilisation de certaines plateformes de réseaux sociaux. Par exemple, auparavant, Twitter était interdit. Désormais, vous pouvez utiliser Twitter. Avant, Instagram, Facebook ou YouTube étaient interdits. Maintenant, vous pouvez utiliser YouTube. Une fois que vous offrez ces, disons, luxes, il devient très risqué de les retirer. Mais tous les 5 à 10 ans, Oven augmente, donc la population exige davantage. Désormais, les États concernés peuvent proposer de plus en plus de réformes. Mais à un certain moment, l'État va atteindre un point où, et c'est Huntington qui le dit, pas moi, l'État mettra en place un certain niveau de réforme qui abrogera ou annulera presque toute notion de monopole politique. À un moment donné, les gens vont se dire « Je ne devrais pas simplement accepter tout ce que l'État me dit, mais je devrais pouvoir questionner l'État. Je devrais pouvoir défier l'État. » D'où la notion d'introduire le pluralisme politique. Ainsi, même cette idée d'acheter la loyauté d'une population par l'économie finira à un moment donné par créer une classe moyenne qui permettra à cette catégorie de personnes de se sentir en droit, sinon de défier l'État, du moins de le questionner. On en arrive presque au point où la démocratie devient, non pas inévitable, mais, et c'est un sujet dont la littérature en sciences politiques parle beaucoup. Ce n'est pas largement discuté dans le grand public, mais c'est cette idée que les réformes économiques constituent la première étape pour faciliter un plus grand degré de pluralisme politique, de débat multipartite. Si ce n'est rien d'autre, n'est-ce pas? Mais ce que cela montre finalement, c'est que la démocratie est en fin de compte une variable universelle. Ce n'est pas une vocation propre à l'Occident, et ce n'est pas quelque chose que l'Occident doit introduire au non-Occident, parce que cela finira par arriver. Quoi qu'il arrive, cela peut prendre 20, 30, 40, 50 ans, mais cela finira par arriver. Le problème plus vaste que je souhaite également évoquer auprès de tous nos téléspectateurs, c'est que, vous savez, lorsqu'un pays comme la Russie, la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Singapour, la Mongolie, peu importe, un pays non occidental, évolue finalement vers une forme de pluralisme politique, la démocratie ne signifie pas nécessairement être pro-occidental. Cela ne veut pas dire être pro-américain. Cela ne veut pas dire être pro-européen. Et je suis certain que beaucoup de nos téléspectateurs sont suffisamment intelligents pour savoir que de nombreux pays non occidentaux ont choisi la voie démocratique, sans pour autant adopter une orientation pro-occidentale, et qu'ils finissent par être soumis à une intervention occidentale, impliquant une forme de changement de régime qui amène un gouvernement beaucoup plus conciliant et coopératif avec l'Occident. Ce sont des observations vraiment pertinentes. Et nous voyons aussi à quel point cette notion, la notion occidentale selon laquelle le monde se résume à un affrontement entre la démocratie libérale et l'autocratie, est une façon absurde de voir les choses. Je veux dire, ce n'est tout simplement pas ainsi que cela fonctionne, objectivement. Nous pouvons complètement l'écarter,
c'est totalement injuste. Et je ne peux pas m'empêcher de mentionner l'exemple de la Mongolie. La petite Mongolie, en réalité la grande Mongolie, mais petite par sa population, prise en étau entre les deux géants que sont la Russie et la Chine, et qui au cours des 30 dernières années s'est démocratisée. Vous savez, une démocratisation exemplaire, et chaque année ou presque, apporte une nouvelle forme de partage du pouvoir et d'innovation institutionnelle qui crée des contre-pouvoirs et réalise vraiment un cas d'école de démocratisation et de libéralisation. Il ne s'agit pas de libéralisation, mais bien de démocratisation. Et la Mongolie s'intègre parfaitement avec ses deux voisins. Et maintenant, bien sûr, à l'OCS, ils ont même réussi à faire passer un gazoduc sur leur territoire, parce que les deux leur font confiance. Ce n'est donc pas une compétition entre ces deux systèmes. Du moins, la Russie et la Chine se soucient peu du système en place en Mongolie, tant que celle-ci joue le jeu sur le plan géopolitique. Et elle le fait parfaitement. Et je dirais que la population mongole a tout à gagner de cette coopération, ce qui contraste avec ce que font les Européens et la manière dont ils abordent ces autres pays qui ne font pas partie de l'Occident. Oui. C'est donc une bonne chose que vous ayez mentionné la Mongolie, car dans beaucoup de mes cours où j'enseigne la politique comparée et la théorie de la transition démocratique, entre autres, j'utilise les données fournies par Freedom House pour donner une idée générale de la manière dont les pays sont perçus, libres, partiellement libres, non libres. Je suis assez certain que tous nos spectateurs, à un certain degré, connaissent les données de Freedom House. Et je montre cette carte de l'Asie, et la plupart des pays sont considérés comme non libres. Pourtant, la Mongolie est libre. La Mongolie est considérée comme une démocratie. Et mes étudiants me demandent toujours comment la Mongolie parvient à faire cela, alors qu'elle est, comme vous le dites, prise en étau entre la Russie, la Chine et le reste de l'Asie centrale. Pendant mon séjour en Ouzbékistan, j'ai eu le plaisir de rencontrer et de travailler avec un collègue originaire de Mongolie. Je lui ai posé cette question parce qu'il est l'un des principaux experts sur la Mongolie à l'université Webster. Prenez-le comme tel. Je lui ai demandé, qu'en est-il de la Mongolie? En quoi est-ce une démocratie, en comparaison? Et il m'a répondu, calme-toi, attends une seconde. Il voulait m'expliquer les choses telles qu'elles sont. Il y a essentiellement deux partis politiques en Mongolie. En gros, l'un est l'ancien parti communiste, qui s'est en grande partie réformé et fonctionne désormais dans le cadre du système électoral. Et l'autre, ce sont les démocrates engagés. Maintenant, les deux sont des partis politiques bien établis et enracinés qui ont leur clientèle. Ils sont tous les deux corrompus et celui qui est au pouvoir a l'autorité et la capacité de fondamentalement voler l'État. Mais les deux partis respectent des élections périodiques. Donc à un moment donné, le public se fâche contre le parti au pouvoir et vote pour le parti d'opposition afin de chasser le parti en place. Donc, si ce sont les démocrates, vous votez pour les anciens communistes pour les remettre au pouvoir, afin de punir les démocrates pour avoir volé pour leur corruption. Et puis, quand les communistes sont au pouvoir, vous votez contre eux, parce qu'ils volent à leur tour. Ce qui fait de la Mongolie une démocratie, c'est qu'il y a une alternance politique. C'est un aspect très structurel, procédural. Mais ce que j'essaie de souligner ici, c'est que soudainement, la Mongolie collabore sur le plan économique et des infrastructures avec la Russie et la Chine. On pourrait penser qu'un pays démocratique face à ses deux voisins ne voudrait rien avoir à faire avec eux. Mais en réalité, ils ont besoin de ressources. Ils ont besoin d'infrastructures. Et il est tout à fait logique pour un pays qui, à ce stade, a maintenu un certain niveau de neutralité, n'est-ce pas? Ils ne sont pas membres officiels de l'OCS, ni de l'UOGROA, ni de la Nouvelle Route de la Soie. Mais ils sont tout à fait conscients
des effets de voisinage qui les entourent. in tune with the neighborhood effects that are around them. And in that regard, the agreement that was just reached À cet in, égard, Beijing l'accord and qui vient Beijing d'être conclu à between Pékin Mongolia et à and China, Tianjin Mongolia and entre la Russia, Mongolie et la Chine, ainsi qu'entre la Mongolie et la Russie, pour ce que l'on appelle le projet Power of Siberia 2, un important oléoduc et gazoduc reliant la Russie à la Chine en passant par la Mongolie, nous dit tout ce que nous devons savoir. La Mongolie est la seule à contrôler son propre destin politique, mais son avenir économique et infrastructurel est lié à ses voisins. Je pense donc que l'un des plus grands succès de l'OCS est que la Mongolie a désormais été davantage intégrée au sein de plusieurs de ces pays. Mais il faut souligner une chose. Les principaux acteurs de l'OCS ne sont pas, disons, officiellement ou techniquement des démocraties libérales. Functioning liberal democracies. That does not matter anymore. It really does not matter. Cela n'a plus d'importance. Cela n'a vraiment plus d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir si l'État est capable ou non de tenir ses promesses d'amélioration, de progrès, de modernité et d'urbanisation envers sa population. Et la réalité dans beaucoup de ces pays, c'est que si l'État est capable de faire cela, s'il est capable d'offrir le consumérisme, la modernité et l'industrialisation, comme vous le soulignez à juste titre, qui se soucie de savoir si le gouvernement du pays est démocratique, corporatiste ou non démocratique. Si vous pouvez vivre comme une classe moyenne émergente, c'est bien ce que de nombreux économistes, depuis Adam Smith, ont affirmé. Peu importe la nature du gouvernement. Oui, c'est très bien dit. Et j'irais même jusqu'à dire que ce que nous avons appris, c'est que les démocraties et les autocraties ne sont pas des opposés incapables de coexister, ni un choix binaire. Nous nous situons quelque part sur un spectre. Ces systèmes peuvent coexister et ont coexisté et coopéré très efficacement lorsqu'ils le souhaitent. L'idée même que cela constitue un affrontement entre les deux est sans doute la dernière manifestation de la domination idéologique occidentale, ou du besoin de domination idéologique, qui projette alors son propre désir de domination sur son système politique, même si cela ne fonctionne peut-être pas autant qu'on le croit. Mais ensuite, on établit une carte en disant « D'accord, c'est comme ça que ça doit fonctionner. » Parce que ça doit nous ressembler. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, et cela produira forcément quelque chose de mauvais, quelque chose de maléfique. Donc, c'est juste la dernière version de « Oui, tout le monde doit être chrétien. Vous devez être chrétien parce que nous sommes chrétiens. Donc, vous devez l'être aussi, sinon vous êtes mauvais. » C'est donc davantage cette dernière version qu'une quelconque contradiction inhérente entre les façons dont les États peuvent coopérer. Eh bien, je fais partie du groupe chrétien qui croit, et en est absolument convaincu, que Jésus-Christ était avant toute chose un socialiste palestinien. Vous savez, il l'était absolument. Et pacifiste. Ce type était le plus grand hippie de son époque, et il était prêt à être cloué sur la croix pour le prouver. Je veux dire, vous savez, les personnes les plus incomprises de l'histoire sont souvent les plus populaires, celles qu'on cite sans cesse, Jésus-Christ, Adam Smith, Karl Marx. Je veux dire, tous ceux qui prétendent parler en leur nom respectif ont une compréhension très problématique d'eux. Mais vous savez quoi? C'est intéressant parce que vous soulignez cette idée que l'Europe, spécifiquement l'Europe à ce stade, et les États-Unis. Vous savez, je suis citoyen des États-Unis. Comme beaucoup le savent, nous avons depuis longtemps abandonné cette idée de rendre le monde meilleur pour tout le monde. Mon pays agit toujours dans son propre intérêt. Mais ce que nous constatons au début de la fin de 2025, c'est que le monde non occidental et non démocratique propose des modèles de vie qui sont assez convaincants pour beaucoup dans les pays en développement,
qu'il n'est pas nécessaire de devenir une démocratie libérale comme celle d'Europe pour prospérer. Je dois également souligner à nos téléspectateurs, et je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point. Cela ne signifie pas que nous sommes des partisans de l'autoritarisme. Cela ne veut pas dire que nous soutenons secrètement des pays qui connaissent une croissance économique, mais qui ont encore de nombreux problèmes internes sur les plans social, économique et des droits humains. Je pense que cela va de soi ici. Mais le monopole sur ce qui est juste dans le monde, le monopole sur ce qui est en fait une vocation de l'Occident telle qu'elle est, c'est là en fin de compte le véritable enjeu. Ce que j'observe à la suite du sommet de la coopération de Shanghai et du sommet Trump-Poutine à Anchorage, c'est un groupe d'élites politiques en Europe qui s'accroche à cette croyance très périphérique qu'ils sont encore les seuls au monde à avoir l'autorité morale pour parler de ce qui est juste. Et selon les mots du Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui revient tout juste du sommet de Shanghai, il a fait remarquer que de nombreux dirigeants européens se comportent comme ce qu'il appelle des enfants boudeurs. Ils réagissent, ils ne dirigent pas, ils se contentent simplement de répondre en ce sens. Et vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui salue la montée du non-Occident en pensant que c'est une excellente chose, mais plutôt quelqu'un qui observe le monde d'aujourd'hui. Je regarde le sommet de l'OCS et j'y vois Vladimir Poutine, Xi Jinping, Narendra Modi, entre autres. Et je constate que ce sont eux les nouveaux leaders de la communauté mondiale. Et je regarde les dirigeants, et Pascal, dis-moi si t'es pas d'accord avec moi là-dessus, mais je regarde les dirigeants européens et ceux des États individuels, comme Macron, Scholz, Meloni et Starmer, et même les dirigeants de l'Union européenne, comme von der Leyen, entre autres. Et je dois me demander, est-ce que l'un d'eux dégage la moindre once de charisme? Est-ce que l'un d'eux suscite la moindre inspiration? Ou ne sont-ils rien de plus que de simples bureaucrates de niveau intermédiaire qui ne font que réagir à la façon dont le reste du monde fonctionne sans eux? Vous avez mentionné très clairement que la seule partie du monde non incluse dans l'OCS était l'Europe. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été invités, mais parce qu'ils considèrent que cela ne les concerne pas. Vous dites qu'ils ne sont pas démocratiques. Ce n'est pas eux. Mais à ce stade du jeu, est-ce vraiment important? Surtout lorsqu'ils restent attachés à deux convictions qui, à tort ou à raison, semblent impopulaires. Défendre l'Ukraine à tout prix. Même si à ce stade, l'Ukraine est... Nous n'avons pas parlé de l'Ukraine. Mais je veux dire, l'Ukraine est une cause perdue. J'aimerais que ce soit autrement, mais vous savez, c'est comme ça. Et pourtant, autant ils aiment parler des violations des droits de l'homme et de l'état de droit et tout ça, quand il s'agit de l'Ukraine, ils ferment les yeux et les oreilles sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et le monde le sait. Ils le voient. Ils ne sont pas stupides. Donc je dois demander, y a-t-il quelqu'un, quelque part, qui regarde réellement les dirigeants de l'Europe, ou du Canada d'ailleurs, et les considère comme des parangons vertueux de la démocratie, comme des antithèses de ce que l'on voit émerger dans le reste du monde aujourd'hui? Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et tu sais, le monde voit à travers cette arrogance et constate qu'il y a combien maintenant? 2 millions de personnes en prison aux États-Unis. Je veux dire, la population carcérale est énorme. On voit Gaza, on voit ce nouveau génocide soutenu par les mêmes forces qui prétendent à cette supériorité morale. Et les gens n'acceptent plus cela. Donc je pense qu'il est tout à fait juste de dire que, aujourd'hui, nous vivons un moment de plus grande clarté, même si ce moment est très brutal. Mais il y a, je dirais, plus de clarté aujourd'hui
que nous n'en avons eu pendant de nombreuses décennies, à cause du brouillard idéologique qui persistait, n'est-ce pas? Sur la façon dont le monde fonctionne. Et il y a un plus grand nombre de personnes qui le voient réellement. Ce qui est amusant, bien sûr, c'est que la minorité, l'Occident global, pense toujours que c'est elle qui voit clair, alors qu'en réalité, c'est le reste du monde qui commence à se rendre compte. Les gars, exactement. Vous êtes dans l'illusion. La question pour moi, c'est de savoir combien de temps il faudra avant qu'une majorité en Occident se rende compte et dise « Vous savez, en fait, les gars, vous avez raison. » C'est un peu bizarre. Je veux dire, écoute, je pense que je dois peut-être dire cela juste pour être clair, mais je crois parler pour nous deux en disant que je ne suis pas heureux de devoir le dire. Je ne suis pas heureux d'en arriver à cette conclusion. Tu vois, toi et moi venons tous les deux de l'Occident. Nous venons tous les deux de pays occidentaux. Et nous regardons tout cela en nous disant que nos dirigeants nous manipulent. Nos dirigeants aimeraient que nous soyons encore en 1995, pas en 2025. C'est ça le vrai problème. Dans la littérature de la science politique, et plus précisément dans les relations internationales, il y a eu des travaux approfondis sur les différentes polarités. L'unipolarité, la multipolarité et la bipolarité. John Mearsheimer en parle. John Mearsheimer writes about this. Ken Waltz writes about this. In my opinion, probably the best. Ken Waltz en parle. À mon avis, la meilleure autorité sur l'unipolarité et ses dangers est probablement le professeur Christopher Lane, qui écrit sur ce sujet depuis 30 ans. Je veux dire, il en parlait déjà dans les années 90. Et vous savez quoi? Lane, L-A-Y-N-E, pour nos téléspectateurs ici, explique comment l'unipolarité porte en elle les germes de sa propre disparition. Et le pire, c'est que si une puissance unipolaire incarne les principes du libéralisme philosophique, comme les États-Unis, nous croyons être une force du bien dans le monde. Nous pensons que lorsque nous intervenons, nous agissons pour le bien commun. Quand la Russie intervient, c'est uniquement pour la Russie. Quand l'Iran, la Turquie ou la Chine interviennent, c'est uniquement dans leur propre intérêt. Quand les États-Unis interviennent, selon cette mentalité libérale, nous sacrifions nos propres intérêts pour le bien commun. Mais en réalité, nous agissons aussi pour nos propres intérêts. N'est-ce pas? Soyons honnêtes. Les États-Unis, ainsi que les grandes puissances européennes, ont déclaré ouvertement, et cela ne me dérange absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils ont clairement dit, nous n'accepterons aucun changement territorial en Ukraine, n'est-ce pas? L'intégrité territoriale de l'Ukraine est sacrée. La Crimée, le Donbass, tout cela fait partie de l'Ukraine. Très bien. Mais alors, rétrogradez vos ambassades à Pristina, au Kosovo, en consulat. C'est précisément le cœur du problème. Oui, c'est ça. Et ces hypocrisies, ces problèmes flagrants dans tout le dispositif idéologique et le discours, deviennent maintenant évidents. Et les autres n'y croient plus. D'autres disent, « Très bien, nous allons faire les choses à notre manière, et nous allons réellement travailler pour l'avenir, pas pour vous. Et si un jour vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Mais pour l'instant, nous avançons. » Et je pense que c'est la marque du monde multipolaire, que cela soit désormais possible. C'est exactement là où nous en sommes. C'est exactement là où nous en sommes. C'est ce que la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres ont dit. Ils disent, d'accord, voilà où nous allons. Si vous voulez nous suivre, venez. Mais c'est aussi le problème des relations internationales libérales, du libéralisme, pas du libéralisme domestique. Lorsque vous êtes idéologiquement attaché à une cause, si vous réalisez soudainement, d'accord, vous avez raison, nous sommes dans un monde multipolaire. Vous avez raison, nous devons suivre ce mouvement. Vous restez tout de même lié à un engagement antérieur que vous pensiez être le seul engagement possible. C'est là le grand problème.
C'est le grand problème que nous constatons avec beaucoup de ces États aujourd'hui. Vous êtes attaché à une idéologie sur laquelle vous avez bâti votre réputation. Si vous reconnaissez soudainement les réalités du monde, vous sacrifiez l'Ukraine, tout comme vous avez sacrifié la Serbie. Vous sacrifiez Hell. You throw Israel under the bus. You throw other countries that you have Vous sacrifiez d'autres pays que vous avez pourtant affirmé défendre coûte que coûte pour votre réputation. Le reste du monde ne s'en soucie pas. Le reste du monde dit, eh bien, c'est pas notre problème. Pas notre problème du tout. Un bon exemple de cela s'est produit juste après, au tout début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Je vivais en Ouzbékistan, n'est-ce pas? Je venais tout juste de m'y installer à l'époque. Et beaucoup de gens se demandaient si l'Asie centrale allait soutenir ou condamner l'invasion russe. La réponse officielle de l'Ouzbékistan a été « Ce n'est pas notre problème. Nous n'allons pas nous impliquer. Nous n'allons pas nous impliquer. Nous voyons ce que vous avez fait. » Très raisonnable. Très raisonnable. Nous n'allons pas intervenir d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Faites ce que vous voulez. Si les choses vont dans un sens, tant mieux. Si elles vont dans l'autre, tant mieux aussi. Peu importe. Nous n'allons pas nous impliquer. C'est ça. Oui, oui. Et on pourrait approfondir d'où vient cet état d'esprit, cette idée que tout le monde doit choisir un camp. Mais je pense que nous en avons déjà beaucoup parlé et nous en reparlerons. Michael Rossi, j'aimerais encourager tout le monde à te retrouver sur YouTube, sur ta chaîne. Y a-t-il un autre média où tu publies, où les gens devraient te suivre? Alors, merci beaucoup de promouvoir à nouveau ma page. Ma chaîne YouTube, Michael Rossi Policy, ne se limite pas simplement à la traduction de textes primaires avec des sous-titres. De temps en temps, je propose aussi mes propres cours en ligne. Je mets également à disposition certains anciens cours et classes que j'ai donnés lorsque j'enseignais à l'université Rutgers. Ce semestre, je vais être incroyablement occupé. J'enseignerai 7 cours de licence dans 4 universités. Donc, il se peut que je ne sois pas aussi actif sur YouTube que je le souhaiterais, tout simplement parce que j'ai besoin de temps pour dormir, manger et faire un peu de lessive. Mais YouTube reste ma principale source d'information. Et je ne sais pas si tu veux évoquer le projet plus vaste, à plus long terme, dans lequel nous sommes plus ou moins impliqués tous les deux. Mali, mais c'est quelque chose enver Moria terme. Oui, oui, nous l'appelons le réseau de paix multipolaire. Et il y aura davantage de discussions à ce sujet dans un avenir proche. Michael, tu vas être très occupé, mais je vais te solliciter à nouveau pour venir en ligne ici et discuter. Michael Rossi, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci Pascal. N'hésitez pas à me déranger quand vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Thank you very much.